Bonjour à tous et toutes. Nous avons commencé, Hamza, Boukari, Yabara et moi, cette série d'entretiens dont vous avez peut-être suivi la première partie. Le thème c'est Demain le Mali, enjeux économiques, exigences et promesses du panafricanisme. Dans cette deuxième partie de ce travail, nous allons parler de deux composantes importantes de ce qu'on appelle les forces vives, généralement. Quand on parle de forces vives dans le processus du changement, il s'agit essentiellement des femmes et des jeunes vulnérables, instrumentalisables et souvent instrumentalisés, parfois à leur insu. Au-delà de cette période difficile que notre pays traverse, ces deux composantes de nos sociétés sont liées. J'en veux pour preuve la question migratoire. Lorsque j'ai reçu ici les jeunes qui ont été blessés, expulsés de Ceuta et Melilla, certains disent « nous partons parce que nous ne voulons pas voir nos mamans mourir de faim ». On dit en Bamanan qu'il y a deux sortes de pagnes. Le pagne qui permet à la mère de porter son enfant et le second pagne qui permet à l'enfant de porter sa mère. Lorsque le moment est venu, un jeune homme ou une jeune fille qui est en âge de travailler, qui croit pouvoir s'occuper de ses parents, est au chômage, se sent inutile, partir, émigrer n'est plus un problème parce qu'ils te disent de toute façon nous sommes morts socialement. Et l'autre adage dit qu'en restant localement, ce sont les morts qui nourrissent les vivants. Puisque les personnes âgées aujourd'hui sont obligées de rester en activité, de faire quelque chose pour nourrir les enfants et les petits-enfants. De tels bouleversements dans une société ne sont pas de bon augure. Tu nous diras tout à l'heure, parce que j'étais agréablement surprise de voir que dans l'effort pédagogique considérable que tu fournis pour qu'on sache ce qu'est le panafricanisme, tu n'as pas oublié les femmes. Il y a donc toute une série de vidéos sur leur lutte. Si ces deux composantes parviennent à se ressaisir, à bien comprendre les enjeux, les véritables enjeux et les exigences et les promesses du panafricanisme, comme nous le disons, je suis persuadé que ça va faire une différence. Quand l'Occident parle de menace, il se trouve que la menace, c'est le ventre des femmes noires, souvent enceintes et trop pauvres. La crise existentielle dans laquelle l'Occident est aujourd'hui plongé, de par sa propre faute, c'est-à-dire sa volonté de transformer le monde à son image, cette crise existentielle pousse à faire de la maîtrise de la démographie. En fait, ils l'ont modulée constamment en fonction de leurs besoins, mais dans les circonstances actuelles, le déclin démographique là-bas, combiné à un déclin économique, font de nous, les femmes et des jeunes, le problème de l'Occident. C'est ce que Emmanuel Macron ne s'est pas privé de dire en marge du sommet du G20 à Hambourg. Il fait une cour assidue à la jeunesse, non pas parce qu'il veut le bien de cette jeunesse, mais parce qu'il veut cette jeunesse à son image, à lui.
pro-business, dans le sens des intérêts stratégiques de la France, ici au Mali comme dans le reste de l'Afrique, en faisant de l'entrepreneuriat l'alpha et l'oméga de la promotion des femmes et celle des jeunes. Son intervention en 2017 à l'université de Ouagadougou, où il a demandé au président Roch Kaboré d'aller s'occuper du climatiseur, et le fameux sommet de Montpellier, il y a un piège qui est tendu à la fois aux femmes et aux jeunes, derrière le discours soporifique sur l'émergence de l'Afrique, dont on veut qu'ils et elles soient les acteurs et les actrices. Oui, absolument. Je pense que l'introduction que tu as faite est excellente parce que la question des femmes et des jeunes, elle est au cœur du projet colonial. Ce sont des femmes et des jeunes qui ont été déportés dans les Amériques pour repeupler le continent américain pour le cadre du projet colonial européen en Amérique. C'est également la question de la démographie qui explique pourquoi, à la fin du 19e siècle, l'Europe s'est lancée dans la colonisation de l'Afrique. Il fallait gérer la surpopulation de l'Europe. Et donc il y a toujours eu cette idée que l'Afrique est la variable d'ajustement démographique de l'Europe. Et actuellement, l'Europe est en crise, en déclin démographique. Et il voit bien arriver des pays du Sud, des populations qui ont effectivement des taux de croissance, qui ont une croissance démographique très importante, qui les inquiète énormément, parce qu'ils sont dans l'idée d'une probable disparition de leur propre identité. Et donc dès le départ, ils lient cette question de la migration à la question coloniale, avec l'idée qu'il est normal que des Européens aillent s'installer en Afrique, mais qu'il n'est pas normal que l'inverse arrive. Donc on va vraiment construire cette asymétrie de la migration et on va y inclure évidemment le rapport de force démographique. L'un des éléments qui explique par exemple les indépendances africaines, c'est parce qu'il y avait la crainte que la France ne devienne la colonie de ces colonies du fait justement du rapport démographique qui est favorable aux pays africains. Et dans la balkanisation des pays africains, il fallait faire en sorte qu'aucun pays francophone ne soit supérieur démographiquement à la France. Parce que évidemment, si le Mali avait 70 millions d'habitants, la France ne le regarderait pas de la même manière qu'un Mali avec 20, 25, 30 millions d'habitants. Donc cette dimension démographique, elle est aussi inscrite dans la manière dont les puissances géopolitiques se visualisent. C'est pour cela que la Chine, l'Inde mettent en avant justement cette question de puissance démographique. Et c'est pour cela que le continent africain, qui est vu dans sa généralité, alors que ce sont 55 pays qui ont chacun leur démographie différente, est vu comme une menace pour l'Occident et que depuis un certain temps, on entend parler de la bombe démographique africaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a la crainte de voir cette jeunesse, ces femmes, reprendre en main leur destin et prendre en quelque sorte leur revanche sur l'histoire. Récupérer le contrôle de leurs ressources, récupérer le contrôle de leur identité via le contrôle de leur démographie et aussi, je dirais, réclamer des politiques qui fassent échec aux visions néolibérales du rôle que doivent jouer les jeunesses et les femmes africaines. Et de ce point de vue-là, je pense que l'une des perspectives à creuser, c'est de comprendre qu'une politique qui résout les problèmes de la jeunesse et des femmes en Afrique est une politique qui résout la quasi-totalité des problèmes de notre société. Tout à fait. C'est-à-dire que si on met le paquet sur la question des jeunes et des femmes, on résout la quasi-totalité des problèmes de nos pays. Mais ça, c'est quelque chose que nos États ont beaucoup de mal à comprendre parce qu'ils sont nés, je dirais, dans une démographie coloniale. Ils sont nés dans une déconnexion entre la démographie et la démocratie, qui a été construite aussi par l'ethnisme et le tribalisme, qui fait qu'on a peur d'aborder les questions de démographie parce que ça renvoie à des groupes qui sont ethniquement dominants, numériquement dominants, etc. Et que ça nécessite aussi, je dirais, de déconstruire l'anthropologie qui est construite sur les femmes et les jeunesses africaines. Donc c'est tous les débats, jusqu'à quel âge est-on encore jeune, pourquoi l'âge de la jeunesse n'est pas le même en Afrique qu'en Occident, qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans le contexte universel, etc. Et donc par rapport à ces questions, évidemment des femmes comme toi, comme Jacqueline Kizerbo, ont fait, je pense, un travail d'infrastructure sociale qui est très important,
mais qui n'a pas été repris à la hauteur par nos États du point de vue des politiques publiques et des politiques de développement. Certes, il y a eu des ministères de la condition des femmes ou des ministères des femmes qui ont été créés en Côte d'Ivoire, au Burkina ou dans un certain nombre de pays africains. Certes, nous avons cette journée panafricaine des femmes du 31 juillet qui est très importante et qui est invisibilisée dans les grandes dates du panafricanisme, mais du point de vue des politiques réelles, nous constatons depuis effectivement une quinzaine, vingtaine d'années que les choses passent par l'entrepreneuriat, par une volonté d'individualiser les parcours des femmes et des jeunes, de les sortir justement du contexte global, du contexte collectif et de les couper, je dirais, des espaces où elles peuvent avoir un impact en termes de transformation sociale. Et c'est là que le panafricanisme doit être en mesure, je pense, d'assumer ses promesses. Cette jeunesse ou ces femmes qui voient dans le panafricanisme une possibilité d'émancipation et de rupture avec cet ancien ordre doivent comprendre que le panafricanisme est soumis à des intrusions de type néolibéral. Il y a aujourd'hui un afro-libéralisme qui s'appuie sur le leadership des femmes, l'empowerment, etc., mais dans un cadre qui est vraiment axé sur les modèles de la Banque mondiale, du FMI, des grandes ONG internationales, qui est en contradiction, je pense, avec les réalités sociales que posent les femmes africaines aujourd'hui. Il y a également la question de la place des femmes dans le champ politique africain et panafricain. Donc toutes ces questions, je pense qu'elles nécessitent vraiment de faire un travail de fond, de faire un travail de révolution, encore une fois, culturelle, et de repenser le panafricanisme à partir d'une autre histoire. Lorsqu'on écrit l'histoire du panafricanisme à partir justement de la vision des femmes, on est beaucoup plus sur les infrastructures, on est beaucoup plus sur les modèles ou les recherches de modèles sociaux que quelque part sur les enjeux liés à la conquête du pouvoir pour le pouvoir, à la conquête des instruments économiques qui permettent de se maintenir au pouvoir. Et je pense que ce travail d'infrastructure, il doit être au cœur des enjeux panafricains. Et l'une des approches consiste effectivement à identifier un véritable modèle social, un véritable modèle de sécurité sociale qui fasse en sorte que nous ayons des États qui aient des politiques de redistribution des ressources et des moyens, qui aient de véritables politiques d'autonomisation et d'émancipation des femmes, mais qui soient portées par les femmes elles-mêmes. De ce point de vue-là, quelqu'un comme Thomas Sankara, par exemple, qui est considéré comme un président féministe, mais réellement dans le sens, on va dire, africain du terme, a, je pense, posé des jalons sur ces questions-là. Mais il ne l'a pas fait lui-même. Il avait derrière lui des femmes organisées, des groupes de femmes organisées qui ont posé cela à l'agenda. Et ce sont effectivement, dans bien des cas, des visions conservatrices et réactionnaires, calquées sur un rôle néolibéral que l'on veut faire jouer aux femmes, qui ont fait obstruction à ces démarches-là. Donc le panafricanisme, je pense qu'il doit être vraiment aussi le cadre où ces questions se posent aujourd'hui, parce qu'il est effectivement porté par une jeunesse incandescente, qui n'a pas le temps justement de se pencher sur les expériences du passé, et qui, selon moi, si elle n'est pas suffisamment informée et formée, court vers de graves désillusions. Parce que le panafricanisme qui domine aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en réalité du libéralisme à l'échelle continentale, qui est beaucoup plus de la conquête des marchés, qui est beaucoup plus de l'instrumentalisation des luttes sociales que de la réelle résolution des problématiques économiques qui sont celles de nos populations et qui touchent aussi à la question de la migration sur laquelle je pense qu'il y aurait aussi pas mal d'éléments à développer. Tout à fait. Ouais, je pense qu'on a un travail théorique à parachever parce qu'il y a des ouvrages, des gens qui ont théorisé, qui ont pratiqué, qui ont essayé d'appliquer. Mais ce travail théorique n'est pas complet, n'est pas total. On n'est pas, par exemple, le panafricanisme n'est pas, par exemple, au niveau du marxisme, qui est une idéologie qui permet d'expliquer tous les événements, les éléments de la société. C'est-à-dire qu'il faut arriver à expliquer, à travers le panafricanisme, pourquoi justement des hommes émigrent, les femmes sont confrontées à telle ou telle situation, etc. Pour, je pense, le ramener vraiment à l'explication des phénomènes quotidiens de nos sociétés que vivent nos populations. Donc ça, c'est vraiment un travail, je dirais, d'éducation citoyenne qui n'est pas pris en charge, effectivement, par les différents mouvements, organisations, partis politiques, parce que ça les dessert. Je pense que expliquer les fondements de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est éclairer les populations et c'est quelque part les couper, justement, de ces démarches électoralistes où on leur demande de suivre aveuglément. Donc là, de ce point de vue-là, il y a une exigence, je pense, du panafricanisme qui est d'arriver vraiment à sortir, je dirais,
ce manuel entre guillemets, y compris dans les langues locales, qui permet vraiment d'expliquer de fond en comble les raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation-là et pourquoi il est fondamental et pertinent de se tourner vers un panafricanisme qui s'inscrit dans des exigences et dont les promesses ne sont pas futiles. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, je crois qu'il est aussi important de s'appuyer sur le vécu des populations et sur la manière dont elles-mêmes traduisent ce qu'elles ressentent. Actuellement, nous avons dans ce qu'on appelle donc les migrants une proportion grandissante de femmes. C'est quelque chose qui est apparu récemment. Aujourd'hui, on a quasiment 50%, voire plus de 50% parmi les personnes qui migrent qui sont des femmes. Ça pose aussi, je dirais, des questions sur les réalités sociales qui sont celles de nos pays aujourd'hui. À savoir que les femmes sont majoritaires et qu'elles sont aussi les premières touchées par les différentes politiques ou les différentes défaillances au niveau de nos États. Et donc il faut prendre en compte, je dirais, leurs perspectives sur notre histoire, sur nos expériences historiques et sur nos réalités socio-économiques. Troisièmement, la question des organisations. Effectivement, le regard qui est porté tout de suite sur l'Union africaine, la CEDEAO, etc., doit être démantelé. Au moment des indépendances, le véritable enjeu du panafricanisme, avant d'aller vers l'OUA ou les constitutions d'État, c'était vraiment les fédérations d'étudiants, de femmes, de travailleurs, de paysans, les syndicats, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'intersectoriel. Et d'une certaine manière, comment on repolitise cette société civile qui est en réalité une société politique mais qui s'ignore et qui est du coup mise à l'écart du jeu politique parce qu'elle est présentée comme apolitique et société civile. Or la société civile n'est pas apolitique, elle fait partie du jeu politique. Mais la manière dont nos États fonctionnent, la manière dont la gouvernance est pensée depuis l'extérieur, les exclut justement de ce rôle politique-là. Donc là aussi, à mon niveau, il y a un travail de politisation à faire, avec ses exigences, avec ses promesses. Et ce travail-là n'a pas été fait par les organisations politiques, par les partis politiques, parce que ça ne rentre pas dans le jeu précisément d'un vrai panafricanisme émancipateur, transformateur, transitionnel et révolutionnaire. Donc pour moi, il y a vraiment une écorce à faire éclater, et cette écorce-là éclatera d'elle-même. L'enjeu maintenant, c'est effectivement de l'accompagner du mieux que l'on peut, parce que ce que nous faisons est noyé dans les réseaux sociaux, est noyé dans une tonne d'informations qui arrivent à la jeunesse, effectivement, à travers l'instantanéité de l'écran. Cette jeunesse-là ne se donne pas le temps de lire, ou n'a pas le temps de lire, ou n'a pas les moyens de lire, parce que là aussi se pose la question de la mise à disposition par nos États ou par nos pouvoirs publics des outils qui permettent à cette jeunesse de s'émanciper. Il y a un travail de traduction dans les langues locales à faire également de nos travaux de théorie ou d'intellectualisation. Et enfin, il y a, je pense, une nécessité de construire un modèle économique endogène, puisque les femmes et les jeunes sont des acteurs socio-économiques qui vont vendre leur force de travail à l'Occident. Et ça, cela date de plusieurs siècles aujourd'hui. Ils vont vendre cette force de travail à l'Occident dans l'espoir, effectivement, de numériser, monétiser cette force de travail-là pour développer le Mali, pour développer l'Afrique. Donc il y a une asymétrie, une inégalité qui perdure, qu'il est important, je pense, de rompre à un moment et de voir dans quelle mesure on reconstruit un système global. Et le panafricanisme en tant que tel est ce système qui pose le thème de l'unité dans la diversité, des solutions africaines aux problèmes africains et je dirais d'une capacité à s'appuyer sur nos expériences historiques pour avancer. Donc de ce point de vue-là, on a des éléments, on a d'autres approches du politique, on a d'autres approches de la gouvernance. À une certaine époque, au niveau de l'Empire du Mali, celui qui était le ministre de l'Intérieur est en réalité le ministre de l'eau, parce que dans un espace comme celui du Mali, la question de l'eau, c'est la question de la sécurité intérieure. Donc on peut repenser, je dirais, les priorités et reformuler d'autres modèles de faire de la politique, de construire du lien social, de repenser la nation, qui est aussi l'union entre les morts et les vivants, et de comprendre qu'il y a ce lien intergénérationnel qui va au-delà de nos enjeux de survie, qui nous place dans une longue lignée historique et qui nous amène aussi à ouvrir l'horizon pour les prochaines générations. C'est important, si nous voulons aller vers moins de guerre, la paix et la réconciliation véritable, il faut que nous soyons en paix avec nous-mêmes dans nos relations hommes-femmes. La question de la famille est centrale. Ça, c'est un socle qu'on a détruit. Parce que ce capitalisme
tellement individualiste, c'est chacun pour soi. C'est le chacun pour soi qui fait qu'à tous les niveaux, ils ont tout démantelé. Chacun pour soi, tous pour le marché. Lui, d'un bout à l'autre du continent, on a fait de ces deux forces un marché gigantesque. Et ça, il faut le dire, il faut en débattre. Qu'est-ce que nous pouvons, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour le pays, et très concrètement, quelles sont les actions que nous posons? Si, quand je me promène dans Bamako, cette ville qui a été coquette, propre, quand chacun n'est pas capable de balayer devant sa porte, de gérer correctement les déchets. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a une forme de désintéressement, de don, de sacrifice de soi, qui est très loin effectivement des démarches assez opportunistes que l'on peut voir dans beaucoup d'endroits autour du panafricanisme aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi important de souligner effectivement la nécessité de se dépasser et de prendre en compte les difficultés structurelles que tu poses concernant par exemple le cas de la famille, le morcellement des différentes unités socio-économiques ou socio-culturelles africaines, qui est un peu sur le même modèle que le morcellement de nos États. C'est-à-dire qu'on a tout démantelé, on a tout déconstruit, et ce travail-là, je pense, doit être confronté à la manière dont nous souhaitons produire nous-mêmes nos propres imaginaires ou nos propres modèles sociaux. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux les plus importants qui concerne en premier lieu effectivement les jeunesses et les femmes. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron cible spécifiquement les jeunesses et les femmes dans ses tournées. Il infantilise l'Afrique, il reproduit ce schéma qui dit que l'Europe est celle qui pense et l'Afrique est celle qui agit, l'Europe est le sujet, l'Afrique est l'objet, et que cette jeunesse africaine, ces femmes africaines doivent être les objets des politiques des autres et non pas les sujets de leur propre politique. Donc là, il y a une question d'agency, de récupération de notre sujet politique en tant que jeune, en tant que femme, en tant qu'Africain, en tant que panafricain, qui ne peut pas se faire dans des cadres de politique locale qui sont politiciens. La question également de la propreté de nos villes, de nos quartiers, de nos pays, elle fait partie aussi de la manière dont nous aimons également l'Afrique. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir si on n'est pas capable d'évoluer nous-mêmes dans un environnement sain à tout point de vue. Que cela soit ce que l'on mange, ce que l'on produit, l'environnement dans lequel on vit, tous ces éléments-là sont importants. Maintenant, il faut aussi se poser les questions de qu'est-ce qui a permis, je dirais, l'insalubrité de nos communes, de nos pays, de nos villes. Donc d'une part, le fait que l'État a abandonné, ou les pouvoirs publics ont abandonné leurs prérogatives, sont parfois passés dans du privé qui fait que l'eau est gérée par Veolia ou par des organismes privés et est vue comme une marchandise. Voir également l'impact socio-sanitaire qu'ont justement l'insalubrité ou le manque de politique urbaine au niveau de nos villes, et repenser, je pense, nos espaces de vie, nos espaces quotidiens comme de véritables espaces panafricains. Donc ça nécessite effectivement de réintroduire, je pense, le panafricanisme au plus près des populations. Et l'un des éléments, tout à l'heure on parlait de l'Union africaine, de l'OUA, de toutes ces instances-là, ce sont des instances qui sont absolument invisibles dans le quotidien de n'importe quel Africain. On voit l'UNICEF, on voit Oxfam, on voit le HCR, etc. Mais on ne voit pas de véritable institution panafricaine qui soit au service réellement des populations. Et là aussi, je pense qu'il y a un travail à faire de ce point de vue-là, aussi bien sur le plan médiatique. Là, nous consommons RT, TV5, Al Jazeera, etc. Mais il faut aussi, à ce niveau-là, qu'il y ait un vrai travail, je dirais, de conscientisation, y compris par les médias, parce qu'il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, il y a une bataille de l'information. Il y a une captation de la jeunesse, du temps de réflexion de la jeunesse par ces médias-là, sur laquelle nous devons aussi nous positionner. Il faut certes garder, je pense, des exigences idéologiques et historiques, mais on est contraint quelque part de suivre l'évolution technologique qui nous est imposée, tout en voyant dans quelle mesure nous pouvons la tourner à notre avantage. Et ça, de ce point de vue-là, c'est là où les jeunes, les jeunesses, notamment celles qui ont une certaine maîtrise de la technologie, des outils numériques, doivent faire ce travail-là. Nous pouvons produire de la qualité à partir de choses qui ont été lancées quelque part pour nous désorienter. Bien sûr. Mais ça nécessite du contenu. Donc comment le contenu que nous produisons
toi et moi aujourd'hui, ou alors dans nos différents travaux, peut être transformé par cette jeunesse-là pour justement, quelque part, entrer aussi dans cette révolution numérique qui est quelque part inévitable, tout en gardant, je pense, les éléments de la bonne vieille école, c'est-à-dire des carnets, des livres, des fascicules, qui me semblent aussi importants pour avancer. Dernier élément, je pense également sur les jeunesses et les femmes africaines. En 2050, le prototype moyen de l'humain sur Terre sera probablement une jeune femme africaine. Et du coup, il y a une compétition pour que ce prototype-là soit juste un contenant dans lequel le contenu sera français, chinois, américain, etc. Ou une pâle copie de l'Occident. Une pâle copie de l'Occident, oui. parce que l'enjeu de l'Occident, c'est vraiment de transposer son modèle sur les populations africaines, parce qu'elles sont effectivement encore manipulables, instrumentalisables. Et l'un des éléments également, c'est justement de transformer le panafricanisme, de le vider de toute sa substance, pour rendre soit quelque chose de purement électoraliste et opportuniste, qui n'a pas d'impact dans les transformations écologiques, sociales, économiques et politiques, soit, comme le fait Macron, avec notamment l'appui de la diaspora ou des afrodescendants ou des jeunesses qui suivent tout ce qui brille et qui n'est pas d'or, eh bien de créer son propre panafricanisme, entre guillemets, frelaté, comme je l'ai dit dans une interview, qui soit en mesure quelque part de se substituer à tout ce que les Africains font. Et c'est en cela que ces tournées en Afrique visent quelque part à refonder quelque part des réseaux d'allégeance sur le dos de la jeunesse africaine. Donc dans ce contexte-là, le Mali est un laboratoire central de tout ce qui peut être pensé sur comment repenser effectivement le rapport à la migration, comment construire un Mali demain qui permettra à la jeunesse malienne de vivre décemment sur son sol, qui fera aussi du Mali où les jeunesses de tous les pays africains viendront puiser leur expérience. Donc là, les initiatives de ceux qui font les marches depuis Dakar, depuis Conakry, sont quand même assez intéressantes en termes de solidarité de la jeunesse panafricaine. Et enfin, comment le Mali peut être justement la plateforme, je dirais, d'un panafricanisme réellement anti-impérialiste, anticapitaliste et écologique. Merci. Merci pour cette deuxième partie de notre rencontre. Et nous vous remercions. Et comme nous l'avons dit, à la fin de ce processus, nous aurons l'occasion de répondre à certaines questions. Merci. Merci.